Bonjour Sonia, bienvenue dans Business. Salut Estelle. Je suis ravie de te recevoir, Sonia. Avec toi, on va parler d'informatique, de l'intelligence artificielle avec nos enfants. Toi, c'est ton métier. Tu as l'habitude tous les jours de raconter ce que c'est l'IA, les écrans, Internet aux enfants de tous âges. Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Eh ben oui, moi c'est Sonia, donc je suis experte en digital et en éducation numérique. Alors sur le terrain, je travaille avec les enfants, les étudiants et les adultes. Clairement, concrètement, je les aide, je les accompagne à créer, progresser dans le digital et à mieux comprendre le monde du numérique qui nous entoure. Voilà, si tu devais du coup expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, disons, à un enfant de 8 ans, tu lui dirais quoi? Alors oui, je lui explique, donc déjà, je démystifie tout ça parce que les enfants, ils ont tendance à croire que l'IA, c'est un peu de la magie. Ouais, et donc je leur dis: «Non, non, ce n'est pas du tout de la magie». Je leur explique, avec des mots simples, mais plutôt concrets. Je leur explique que c'est une énorme machine qui est intelligente et en fait, elle a lu et elle génère enfin, elle a lu énormément de mots, des milliards de mots et elle a l'intelligence de les assembler et donc je leur explique, par exemple, imaginons qu'elle a plein d'ingrédients et qu'ensuite, toi, tu lui demandes de faire un gâteau et donc elle va pouvoir concevoir ce gâteau, mais est-ce que c'est le gâteau que tu voulais? Est-ce que c'est le gâteau avec, que donc dont tu attendais? Et donc j'explique un peu, comme ça. Il y a pas, si longtemps, dans un atelier podcast, pour les enfants, j'ai un enfant de 10 ans qui avait du mal à structurer, ses idées. Il a plein d'idées, il part un peu dans tous les sens. Ben, on a utilisé l'IA ensemble pour pouvoir bien structurer ses idées et à la fin, il me dit: «Mais en fait Sonia, l'IA, en fait, c'est clairement un assistant» et je lui dis: Mmh. «Ouais, c'est un peu ça». C'est bien, ils comprennent vite, du coup, ce que c'est. Toi, tu vois que les enfants sont exposés à l'IA à partir de quel âge dans les ateliers que tu donnes? À partir du moment où ils ont un téléphone, un smartphone. Les ateliers que dans les enfin les enfants que j'ai en atelier, c'est à partir de 10-11 ans. Quels sont les usages que font les enfants de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Bah, déjà, faut bien rappeler que la plupart ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent l'IA au quotidien. Et moi, je leur rappelle, je leur dis: «Mais si, tu utilises l'IA». «Mais non, pas du tout, je suis pas sur ChatGPT». «Oui, mais quand tu joues à un jeu vidéo et Mmh. que dans le jeu vidéo, le niveau de difficulté, il va s'adapter à ton comportement. C'est l'IA comportementale. Quand tu regardes ta vidéo YouTube, bah, derrière, il y a une vidéo qui est suggérée, pardon. Donc c'est de l'IA aussi, c'est de l'IA de recommandation et donc au quotidien, ils utilisent, l'IA, de manière inconsciente, mais après, même quand ils utilisent, ChatGPT pour faire leurs devoirs, ils l'utilisent de manière inconsciente parce que ça, j'en ai beaucoup. Et c'est justement une des plus grandes préoccupations des parents, c'est l'IA et les devoirs. Mmh. D'ailleurs, beaucoup de professeurs tirent un peu la sonnette d'alarme parce qu'ils se rendent compte que leurs élèves utilisent, ChatGPT pour, faire les examens, qui sont envoyés à la maison et en fait, ils réfléchissent plus par eux-mêmes, ils donnent tout à l'IA. C'est quoi les risques, des devoirs des enfants, de l'IA? Bah, il faut bien, comprendre qu'il y a une transformation profonde de l'apprentissage. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant sur, de l'IA, c'est ce qu'on en fait et surtout, c'est ce manque d'effort cognitif. Tu vois, quand on apprenait, bah, on passe par ce blocage, cette friction. On tâtonne, on recherche, ça fait partie du processus d'apprentissage et on a besoin de ça déjà, on a besoin de ça pour mémoriser. Il faut voir le cerveau comme un muscle. Donc plus on va l'entraîner, plus ça va rentrer plus ça va rentrer dans notre mémoire à long terme. Là, le problème de ça, c'est en un clic, ce blocage, il est résolu. Ça veut dire, il tape sur ChatGPT, les devoirs sont faits. Donc c'est vrai qu'il y a derrière tout ça, l'IA peut être, un outil formidable, mais sans accompagnement, sans encadrement, du coup, il y a un mauvais usage de l'IA. Concrètement, tu fais comment toi avec tes enfants pour, est-ce que tu utilises, l'IA dans les devoirs? Est-ce que tu leur montres Alors, comment l'utiliser à bon escient? hem, j'utilise pas pour les devoirs. J'ai une grande fille de 12 ans, donc j'ai 3 enfants, donc forcément, je suis un peu, confrontée au quotidien, mais
Ma fille Lily, elle l'utilise pour différentes choses. Bon, elle a eu un accompagnement, hein, donc elle arrive à structurer sa pensée, parce que ça demande une vraie compétence, hein, de structurer ses pensées. Je l'utilise pas pour les devoirs, mais c'est vrai que ça lui arrive. Alors, l'IA est remplie de biais algorithmiques, forcément, donc il y a des dérives, mais pour moi aussi, c'est un outil d'inclusion profonde. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que on n'a pas tous le même type d'apprentissage. On n'a pas tous le même fonctionnement. Et parfois, l'IA va pouvoir débloquer certains enfants qui ont peut-être, je pense aux neurodivergents, aux 10, et pas seulement. Certains ont besoin d'une reformulation. Oui, sur une matière qu'ils Voilà. n'aiment pas, les maths. Exactement, qui s'éloigne un peu du format traditionnel du système scolaire, j'ai envie de dire. Et donc, c'est peut-être un appui à l'apprentissage. Il faut le voir un peu comme ça, et pas en remplaçant, l'IA ne nous remplace pas, mais comme un appui à l'apprentissage, pour reformuler, pour mieux comprendre et avoir plus d'exemples concrets. Quels seraient les conseils que tu donnerais à des parents qui, justement, se bagarrent un peu avec leurs enfants sur l'usage de l'IA au moment de faire les devoirs? Comment est-ce que tu leur conseillerais d'utiliser ou non l'IA dans ce cas précis? Alors, si je devais donner des tips sur l'accompagnement à l'IA à la maison, déjà, premièrement, c'est de mettre en place une espèce de laboratoire. La co-exploration, la co-création. En fait, utilisez l'IA avec vos enfants. Utilisez l'IA avec vos enfants, mettez-vous à côté d'eux et testez, promptez avec eux, montrez comment on peut prompter, comment on structure un prompt, analysez le contenu ensemble, et puis ça ça développe l'esprit critique de son enfant, qui est une vraie compétence aujourd'hui. Donc la co-exploration, Puis mieux vaut le faire avec eux. il faut le faire avec eux. Seuls. Il faut le faire avec eux. Il faut explorer. En fait, l'apprentissage, il peut être commun. De dire, ah bah, regarde ce que j'ai pu générer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, ça soulève aussi des enjeux éthiques. Toi, comment tu te places vis-à-vis de ça? Et puis, on se rend compte, les enfants dans mon quotidien, que ça soit en atelier ou même en classe, donc mes étudiants, ne se rendent pas forcément compte que l'IA n'est pas neutre. Quand je leur explique que non, une IA n'est pas neutre, elle peut se tromper, elle simplifie à l'excès. Et puis elle va faire de l'assemblage de mots, donc c'est pas forcément la réponse. Donc j'ai envie de dire, derrière ça demande une vérification de données. Derrière, c'est la construction d'une autre compétence, enfin, le proofreading, exactement, fact-checking, quoi. Ouais. Oui, vérifier et ne pas prendre le premier niveau d'information, donc tester avec son enfant. Et puis j'ai envie de dire, avoir un espace familial de transparence. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que l'IA, c'est un peu mal vu. Voilà, on va pas se mentir, c'est assez mal vu. Et donc, l'enfant, il le comprend. Il le comprend, donc il le cache. Et donc, votre enfant ne va pas forcément dire qu'il utilise l'IA. Alors, peut-être désamorcer un peu cette pression qu'on a autour de l'IA et de lui dire que tu peux être transparent et dire quand t'as utilisé l'IA et nous en parler sans qu'il soit jugé, sans qu'il soit puni, sans qu'il soit jugé, sans qu'il soit puni, tout simplement. Quels sont on a parlé, ce qui est intéressant, de fact-checking, de relecture. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que finalement l'intelligence artificielle peut développer chez les enfants? Oui, complètement. Absolument, je le vois au quotidien. Les enfants, ils ont une espèce d'esprit critique assez naturel dès le plus jeune âge. Mais on le sait, les enfants sont sensibles. Voilà, ils sont sensibles, on le voit. Donc ils ont une certaine répartie naturelle qui peut être amusante. Et ça se développe. Ça se développe. En fait, c'est une compétence qu'on doit continuer à développer, à augmenter. Et qui, au contraire, en grandissant, peut parfois s'atténuer lorsqu'on est confronté aux filtres sociaux, à la pudeur. Exactement, exactement. Et donc, la première compétence qu'ils peuvent développer avec l'IA, c'est l'esprit critique. Je vais aller questionner mes pensées, qu'est-ce que je pense de ça? Et puis ça, c'est grâce à l'adulte aussi. De dire, mais toi, t'en penses quoi de ça? Et moi, en atelier, je leur demande toujours. Donc ça me permet de prendre la température et de voir qu'est-ce qui choque pas. Et puis, il y a une deuxième compétence qui, je pense, est très importante et ça vaut aussi pour les adultes. Attention, c'est
de vérifier certainement ce que l'IA a généré, mais aussi d'aller chercher, comment dire ça, ne pas faire confiance aveuglément. Parce que j'ai des enfants qui prennent le premier niveau d'information, qui prennent pour argent comptant. C'est difficile. Donc, où se place la confiance dans tout ça? Donc, moi, je leur dis toujours, mais ce n'est pas la vérité. Il faut que tu ailles vérifier. Donc, on parle de désinformation, de fake news, on parle de plein d'autres choses qui nous entourent. Et peut-être la troisième compétence, c'est donc ça va un peu avec l'esprit critique, mais par exemple, c'est de voir le faux et le vrai. Tu vois? Moi, je fais un petit jeu avec mes élèves et j'aime beaucoup. C'est que j'ai 2 vidéos identiques, mais il y en a une qui a été générée par l'IA. Maintenant, est-ce que tu sais où se trouve l'IA? Alors, ils se rendent compte que c'est hyper difficile et que du coup, il faut quand même travailler son œil, son analyse. Donc, il y a des compétences d'observation qu'il faudrait avoir. Ouais. Quels sont des exercices que pourraient faire justement les parents avec leurs enfants, avec l'intelligence artificielle pour les former à ces compétences et à cette analyse poussée de l'IA? Il y a le vrai-faux que tu viens de Ouais. citer. Enfin, je pense que c'est assez facile de trouver Ouais. plusieurs vidéos, une humaine générée par l'IA, de dire laquelle est générée par l'IA. Bah, ça peut être des exercices assez simples. Enfin, ça peut être des exercices assez simples à la maison. Déjà, vous avez tous un crayon et une feuille à la maison, j'imagine. Donc déjà, ce serait de dessiner les attendus, peut-être faire un petit dessin ou d'un résultat, d'une projection de ce qu'on souhaiterait avoir. Et le but du jeu, c'est d'obtenir ce résultat. Alors pas totalement, mais d'avoir une... Et d'apprendre à prompter, Oui, pour obtenir le résultat. parce que ça fait partie des compétences, la structure, la pensée structurée. Moi, j'ai des élèves qui partent dans tous les sens. Alors c'est trop bien parce qu'ils ont plein d'idées, mais quand ils essaient de m'expliquer quelque chose ou quand ils essaient de m'expliquer leur idée, c'est très compliqué de structurer. Sachant qu'après, au lycée, en études sup, tu dois structurer parce que Oui, t'as les dissertes, t'as les... Ouais. Mais moi, là, je te parle d'élèves, ils sont en post-bac. Ah Ouais. oui! Oui, ils sont en licence et master. Parfois, ils sont très enthousiastes. Ils me disent, ah, Sonia, on a une super idée. Et puis, on a envie de faire ça, 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 ça. Je lui dis, attends, pars du début, structure bien tes pensées, je comprends pas tout. Ah oui, bah, en fait, il y a ça, et puis il y aura ça, et puis il y aura ça. Mais, donc, du coup, en fait, la pensée structurée, Donc, c'est une vraie remettre à compétence. l'écrit, ça permet de Oui. mieux structurer. De mettre à l'écrit ou de dessiner, faire un petit croquis, faire un petit prototype papier, ça aide beaucoup. Les petits exercices à la maison, ben, ça peut être des défis aussi, des défis de ce que vous imaginez et lequel ressort le mieux. Ou, voilà, toutes sortes d'exercices assez amusants qu'on peut gamifier. Pour moi, l'IA ne remplacera pas l'enseignant, le professeur. Au contraire, parce que on verra que peut-être qu'il va se servir de l'IA pour déléguer un peu toutes ses tâches et automatiser. Et il va pouvoir se concentrer sur l'humain. Et ça, c'est important. Donc ça remplacera jamais parce que dans l'apprentissage, on a toujours besoin de l'humain. Voilà. Non, mais c'est clair. Enfin, je veux dire, même nous, en tant qu'étudiants, on se souvient des professeurs. On se souvient peut-être pas forcément des classes, mais on se souvient des personnalités qui nous ont transmis ces apprentissages-là. Ouais. Et je pense que d'autant plus dans un monde qui est très, très, très connecté, on aura d'autant plus besoin de ces figures-là, de ce contact humain, mais aussi de, finalement, cette vulgarisation un peu de tout le digital et l'informatique par des êtres humains. Oui. Ça, j'en suis persuadée. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ce que recherchent les étudiants à chaque fois. Ils veulent un humain, ils veulent du concret, ils veulent quelqu'un en face d'eux. D'ailleurs, ils en ont marre, en fait, des cours en distanciel. Ah oui. Oui. Ils veulent que du présentiel et c'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se reconnecter à l'humain, on a besoin d'avoir une discussion tout à fait normale. Voilà, j'ai envie de dire. Oui, bah, c'est pour ça, moi aussi, j'ai commencé ce podcast en visio et j'ai voulu le poursuivre en présentiel parce que je me disais, c'est comme ça que j'aurai les échanges les plus enrichissants et aussi créer une vraie connexion avec mes invités. Enfin, je pense que ça n'a rien à voir interviewer quelqu'un à distance que en vrai. Mais tellement, t'as raison, c'est beaucoup mieux l'interaction humaine et c'est pour ça que l'IA, oui, ça fait peur, ça fait partie de notre évolution technologique,
Mais au même titre, moi j'aime bien cette analogie un peu de la calculatrice. Alors oui, dire qu'est-ce qu'il y a fait dedans, la calculatrice. Mais quand la calculatrice est arrivée, on avait peur de perdre cette pensée un peu logique et mathématique. Oh bah le calcul mental, il n'existera plus. Mais c'est pas vrai. Il existe toujours et je veux dire l'humain calculera toujours dans sa tête. Et alors encore une fois, certains l'utiliseront plus que d'autres. Comment ils vont l'utiliser? Qu'est-ce que ça leur apporte? Encore une fois, l'IA, c'est l'usage. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi le vrai risque aujourd'hui? Trop d'IA ou pas assez d'éducation à l'IA? Pas assez d'éducation, clairement, pas assez d'éducation à l'IA. Ça commence à bouger et vraiment, il y a des acteurs français qui font bouger les choses. Je pense notamment à Internet sans crainte. Je vous invite à regarder les ressources qu'ils mettent en place. C'est vraiment super pour accompagner les enseignants. C'est quoi? C'est une association? Non, c'est une entreprise, un groupe qui ont plusieurs entités et font de l'éducation numérique autour des écrans autour de l'IA. Il y a Chute Explorer, je sais pas si tu connais. Non. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent, notamment leurs livres et leurs magazines. C'est très bien fait pour vulgariser un peu tout ce monde numérique en fait. Chute Explorer. Trop bien. Et puis aussi, bah, c'est pour ça que moi j'ai mis en place ces ateliers numériques pour les enfants, parce que pour moi c'était important de me dire, bah, le digital, je suis sur les écrans tous les jours. Le digital, c'est trop bien. On peut être créatif, on peut monter des projets grâce au digital. Pourquoi les enfants ne deviendraient pas acteurs et au lieu de subir justement? Donc c'est pour ça que je propose des ateliers autour de l'IA, des podcasts, du design graphique, du codage et à partir de quel âge? Avec les écrans, c'est à partir de 6 ans. Avec les écrans. Ouais, ouais, ça commence tôt, mais c'est génial sur parce tablette, que comme ça, on leur apprend à bien s'en servir. Et du coup, tu fais des petits groupes par âge, c'est ça? Ouais, exactement. Des petits groupes réduits par âge, par tranche d'âge. Et mais avant, il y a tout plein de jeux autour des écrans pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'un écran et transformer leur rapport qu'ils ont aux écrans. Leur dire mais les écrans c'est un outil et on doit s'en servir pour faire quelque chose. Et donc on est dans une initiation plutôt active et non passive. Tu vois, ils subissent plus, ils subissent pas. Tu les fais justement en présentiel à Paris et de France? Paris et Noisy-le-Grand, au 93. Ouais. Super. Je sais déjà qu'il y a sûrement des parents qui nous écoutent qui vont être intéressés. En tout cas, je mettrai le lien vers ton académie dans la description de l'épisode. Une question que j'avais, c'était c'est quoi les bonnes règles familiales pour l'IA? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais si on pouvait résumer un peu dans cette question-là ce que tu disais comme conseil en termes d'éducation en famille à l'IA. Ouais. La première, c'est des règles que j'applique quand même. Donc, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Déjà, c'est la transparence. Voilà. De pouvoir parler sans tabou du numérique, de l'IA, de montrer ce qu'on a fait et comment on utilise l'IA pour ne pas se sentir jugé. Donc, déjà, la transparence. Et puis, deuxième règle, j'ai envie de dire, elles sont toutes importantes, mais la co-création, le faire ensemble en fait, d'explorer, moi c'est trop génial. Vous pouvez passer des super moments en fait, des moments de convivialité et un peu en mode laboratoire. Voilà, vous pouvez vous donner des petits défis, utiliser les différents IA, il y en a plein qui existent. Vous pouvez créer votre propre musique, vous pouvez générer une IA familiale, une image familiale, je sais pas. Donc c'est d'explorer ensemble. Deuxième règle. Et peut-être une troisième règle qui est indispensable, et ça dans tous les domaines, je pense, c'est d'aller questionner les pensées de son enfant, questionner son esprit critique. En fait, nous, en tant qu'adultes, on a ce pouvoir-là de pouvoir d'amener l'enfant à se questionner et de développer son esprit critique. Voilà, c'est une compétence qui sera nécessaire, je pense, pour ce monde technologique. J'avais un petit jeu pour toi, une séquence un peu vrai-faux. D'accord. Il y en a déjà une, tu m'as répondu, c'était sur l'IA va remplacer les enseignants, mais tu m'as bien prouvé que non, ce qui est génial. Vrai ou faux, les enfants vont arrêter de réfléchir à cause de l'IA? Faux. Ils n'arrêteront pas de réfléchir à cause de l'IA.
Par contre, s'il y a un manque d'encadrement avec l'IA, d'éducation, j'ai envie de dire, oui, ils vont être paresseux et donc ils vont être moins confrontés à la difficulté, ils vont choisir la facilité. Vrai ou faux, les enfants vont mieux comprendre la technologie que nous. Oui, vrai. Et faux aussi. Vrai, où je vois dans le quotidien sur le terrain, que ce soit mes étudiants ou les jeunes enfants que j'ai en atelier, ils utilisent hyper bien les outils. Ils ont une facilité, une manière intuitive d'utiliser les outils numériques, c'est incroyable. Moi, je suis impressionnée. Même quand je les vois jouer aux jeux vidéo, ça relève une vraie compétence. Mais derrière, il y a quand même un certain manque de recul. Voilà. Ils ont chez un enfant qui utilise ChatGPT, il a pas ce recul-là, cet esprit critique de vérifier déjà ses données. Moi, parfois, j'ai des élèves qui me font un copier-coller sur de leur ChatGPT et ils oublient d'enlever la conclusion de ChatGPT. Tu sais, donc je leur dis non mais Coco, là t'as oublié. Donc en fait, ils savent très bien utiliser les outils, mais il y a quand même un manque d'esprit critique et de recul. Vrai ou faux, les parents auront besoin d'un accompagnement à l'IA. Vrai, totalement vrai. L'accompagnement à l'IA, la compétence digitale, pour moi, c'est une compétence citoyenne fondamentale qu'il faut avoir, qu'il faudra avoir. C'est un indispensable. Dans le monde dans lequel on vit, je veux dire, l'IA ne partira pas demain. Donc c'est là, c'est au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour accompagner nos enfants? Donc il faut avoir un accompagnement. Finalement, faudrait que tu lances des ateliers pour les parents aussi. Oui, c'est en cours. Je suis en train de finaliser le programme parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de choses. Je dois, voilà, des priorités, mais c'est prévu où je me dis, ben le parent, il a toutes ces compétences-là pour quand même accompagner, puisqu'on a tendance à croire qu'il faut être expert, mais il y a des choses du quotidien, des gestes simples à faire tous les jours et qui changent. Ces gestes-là font la différence, mais clairement, je le vois. Alors, je vais te demander pour la dernière question, un peu d'ouverture, de peut-être me prédire avec toi ce que tu vois au quotidien avec les enfants que tu accompagnes, les parents aussi que tu accompagnes, et ce que tu vois aussi sur Internet. Mais pour les parents qui nous écoutent et qui ont des doutes, des questions, des préoccupations, selon toi, quel est le monde qui attend les enfants d'aujourd'hui avec le développement et l'accélération de l'intelligence artificielle? Mmh. Un monde fascinant et exigeant parce que il y a une transformation profonde. Ce qui attend ce qui nous attend tous, c'est que il va ça va alors excuse-moi, je reformule ma question, mais enfin ma réponse, ça demandera quand même des compétences clés, notamment l'analyse, la structuration de pensée. Aujourd'hui, demain, ce sera carrément normal de déléguer des tâches simples. Et au contraire, on va pouvoir, j'ai envie de dire d'une phrase assez simple, l'enjeu, ce sera pas de connaître les réponses, mais plutôt de poser les bonnes questions. Ce sera ça l'enjeu. Donc, ce qui nous attend, c'est un monde quand même exigeant où on va devoir développer certaines compétences. Les métiers de demain n'existent pas, enfin, les métiers de demain, on les connaît pas encore aujourd'hui. Donc, on va devoir apprendre à se renouveler tout le temps. Je pense que c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est exigeant. Mais j'espère qu'on pourra compter en tout cas sur ton accompagnement pour le faire. Ça a l'air fascinant ce que tu fais. Alors moi, mon fils est un peu petit, mais écoute, quand il aura l'âge, Oui, avec plaisir. je l'inscrirai à un de tes ateliers. Merci Sonia pour tes lumières et tes réponses à nos questions sur l'intelligence artificielle. On peut te suivre sur LinkedIn, Sonia Femme, Oui. et sur Instagram également. Je mettrai les liens dans la description, dans le bas de l'épisode. Merci pour cet épisode très éclairant sur l'intelligence artificielle. J'espère que ça va apporter quelques réponses et éclairages aux parents qui nous écoutent. Et si vous avez aimé l'épisode, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute ou sur celle sur laquelle vous écoutez le podcast et à laisser 5 étoiles. Un petit mot de la fin? Là, c'est la maman qui parle. J'ai envie de dire, c'est normal d'avoir peur, c'est légitime. Mais plus on s'éduque sur le sujet, plus on affronte ce qui est en train de se passer et mieux on pourra accompagner nos enfants. Et c'est ensemble. Alors, les parents, soyons solidaires, arrêtons de nous juger.
essayons de nous échanger les tips. Et merci Estelle infiniment pour m'avoir invitée à ton podcast. Avec plaisir.